BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Ça bouge de plus en plus dans le monde des paiements qui est en pleine révolution. Stripe signe la plus grosse acquisition crypto de l'histoire en achetant Bridge pour 1,1 milliard de dollars. Et puis la crypto Monero, on va en parler, réputée pour ses transactions anonymes, ne serait finalement pas si anonyme que ça. C'est en tout cas ce que pensent les autorités japonaises. On en parle dans quelques instants avec Lilian Lega. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Journaliste crypto indépendant. Et puis ce fameux projet de loi de finances 2025, il vous fait peut-être peur si vous êtes investisseur crypto, mais ne paniquez pas. Aujourd'hui, on est avec Alexandre Lorimi. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avocat associé chez Orwell Avocat. Et Alexandre, on va profiter de votre présence pour faire un petit peu la lumière sur savoir si on doit s'inquiéter, ce qu'on doit surveiller, notamment sur tout ce qui est du côté de la fiscalité. Mais on commence tout de suite avec vous, Lilian Aliaga. Effectivement, je le disais, ça bouge beaucoup dans le système paiement crypto, avec Stripe, je le disais, qui signe la plus grosse acquisition crypto de l'histoire, qui rachète Bridge pour 1,1 milliard de dollars. C'est du jamais vu. Effectivement, alors c'est la plus grosse acquisition d'une entreprise crypto de l'histoire. Ça n'est pas encore totalement officiel. On attend la confirmation. Ça a été révélé par le biais du média TechCrunch aux États-Unis. Et effectivement, donc Stripe, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Stripe, c'est quand même un mastodonte dans le domaine des paiements. C'est une énorme fintech américaine qui est spécialisée dans justement proposer aux entreprises des services de paiement en ligne, donc à intégrer sur leur site internet. Ce qui fait de Stripe d'ailleurs l'un des outils les plus utilisés pour les plateformes de e-commerce sur internet. Et on précise, on ne parle pas d'un pur player crypto là pour Stripe. Effectivement, Stripe c'est un mastodonte dans le monde des paiements entre guillemets traditionnel en ligne. C'est une entreprise qui, je crois d'ailleurs, doit être valorisée quelque chose comme 60-65 milliards de dollars. Donc on parle vraiment d'une énorme entreprise. Pardon. Et ça fait plusieurs mois qu'on les surveille parce que ils ont émis quelques indices de leur volonté de vouloir intégrer des paiements en crypto, ce qui semble assez logique. Et donc justement, ils ont pour ça, ils vont probablement le faire, c'est pas encore certain, mais racheter cette entreprise qui s'appelle Bridge, à ne pas confondre d'ailleurs avec une autre entreprise française qui s'appelle aussi Bridge, qui fait aussi du paiement, qui fait de l'open banking plus précisément, mais c'est pas la même entreprise, c'est une entreprise américaine et cette fois-ci spécialisée donc dans les paiements en crypto. Et ce qui est assez intéressant avec Bridge, c'est qu'ils ont quand même que 2 ans d'existence. L'entreprise avait levé, je crois, 50 millions d'euros, valorisé 200 millions, racheté 1,1 milliard. Donc en 2 ans, quand même, c'est une très belle progression. Et ça témoigne en fait tout simplement d'une chose, c'est que ce secteur des paiements, et particulièrement des paiements en crypto, est vraiment en train d'être vraiment remué. Et particulièrement les paiements en crypto vont remuer et disrupter d'une certaine manière le secteur des paiements traditionnels. On peut dire, Lilian, qu'il y a vraiment une bataille en ce moment entre des banques commerciales et des purs players crypto, voire même d'autres acteurs, tout simplement, qui essaient de se grignoter des parts de marché, d'être en avance, parce qu'ils sentent un petit peu le vent tourner et une appétence pour les paiements crypto arriver, si ce n'est pas déjà le cas. Pour tout ce qui touche aux paiements, et particulièrement, puisque là c'est le sujet, les paiements en ligne, le secteur bancaire a un monopole, c'est-à-dire que toutes les transactions passent évidemment par le secteur bancaire, qui prennent des frais sur chaque transaction. C'est extrêmement prolifique pour eux. Et avec l'émergence des technologies blockchain et donc la possibilité de réaliser des paiements qui reposent sur une infrastructure indépendante des banques, et encore plus avec les stablecoins, puisque pour un commerçant, avoir la possibilité d'être payé plutôt en stablecoin qu'en crypto avec une certaine volatilité, c'est quand même plus intéressant. Eh bien, tout ça réuni fait qu'on a des acteurs qui se disent ça peut être intéressant d'intégrer ces technologies. On avait vu PayPal qui lance son propre stablecoin. Maintenant, on a Stripe. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est simplement essayer d'avoir une infrastructure technologique qui ne dépende pas des banques, donc enlever finalement les frais bancaires pour ces opérations-là, avoir finalement donc des opérations moins chères pour leurs commerçants, pour les utilisateurs et évidemment pour eux être plus rentables. On a évidemment les banques commerciales qui essayent de s'en sortir aussi, d'essayer de conserver leur part du gâteau. Et on a même, si on veut tirer la ficelle très loin, les banques centrales qui veulent lancer leur euro numérique de banque centrale ou dollar numérique de banque centrale, enfin toutes ces monnaies numériques. C'est aussi un petit peu des banques centrales qui vont s'immiscer sur le terrain des banques commerciales. Donc il y a cette grande bataille qui se joue et c'est vraiment assez intéressant à suivre. Alexandre Lorimi, chez Orwell Avocat, vous voyez vous avez de plus en plus de demandes de clients tout simplement qui veulent se mettre au paiement crypto, être payés notamment par exemple en stablecoin. Ça se fait de plus en plus chez vous?
Oui, ça se fait de plus en plus, ça se fait depuis un moment, pour des raisons qui sont techniques, mais aussi parfois pour des raisons qui sont marketing, parce que ça permet aussi de rajeunir la clientèle, d'avoir un positionnement innovant, et donc ça se fait dans des commerces extrêmement Pour variés. vous, c'est encore du marketing tout ça? Non, on l'a vu jusqu'à présent comme ce positionnement, c'est-à-dire que pour un commerçant qui était bien installé, il y avait aussi un intérêt de proposer un nouveau moyen de paiement. Là où je dis que c'est un peu marketing, c'est que finalement, pour l'utilisateur final et pour le commerçant, les moyens de paiement qu'on a, nous, en Europe, en tout cas, fonctionnent pas trop mal. Le fait d'ouvrir un peu la palette permet aussi de proposer, de cibler un autre public. C'est en ça que je dis que c'est marketing. Après, il y a plein d'éléments qui peuvent être intéressants, notamment sur les frais, qui peuvent être significativement moins élevés. Bah alors justement, moi j'ai une question pour vous, c'est que qu'on soit un particulier qui a envie de payer en crypto ou alors un professionnel qui a envie de s'ouvrir pour recevoir des paiements en crypto, aujourd'hui on habite en France, on travaille en France, est-ce que ça a réellement un intérêt ? Est-ce que c'est simple aujourd'hui de payer en crypto ? Et après pour tout ce qui est fiscal aussi derrière. Ouais. Pour le commerçant, en fait, ça va impliquer une certaine architecture comptable, un peu de traçabilité. Donc, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. En revanche, pour l'utilisateur, sur des paiements du quotidien, l'obstacle majeur reste la fiscalité et finalement la définition juridique de ce qu'est une crypto-monnaie. Les cryptos sont envisagés que comme un actif par le droit français et ailleurs aussi. Hein, on est tous logés à la même enseigne. Et le fait que ce ne soit pas vu comme une monnaie fait que finalement, à chaque fois que je vais faire un paiement en crypto-monnaie, fiscalement, ça va être considéré comme une cession que je vais devoir déclarer l'année suivante, pour laquelle je vais devoir calculer une plus-value ou une moins-value. Donc en termes de lourdeur administrative et potentiellement de charges fiscales, c'est pour le coup totalement rédhibitoire. Pour des paiements courants, c'est pas recommandé, donc c'est pas pratique du tout. C'est pas du tout pratique. En revanche, pour des paiements d'un plus gros montant, je sais pas, un véhicule, peu importe, on aura toujours ces effets fiscaux, mais la charge administrative justifiera peut-être de le faire puisque le paiement sera plus important. Et là où je lèverais un obstacle, c'est le passage de crypto à fiat sur mon exchange, puis ensuite du fiat sur ma banque et ensuite sur la banque du commerçant, qui peut être un réel obstacle puisque vous connaissez comme moi les difficultés que posent les banques sur les cessions de crypto. Lilian, Aléa, on parle tout de suite de Monero, la crypto anonyme. En tout cas, elle est connue parce qu'elle est réputée anonyme, mais elle ne serait pas forcément si anonyme que ça. En tout cas, c'est en tout cas ce que pensent les autorités japonaises lors d'une dernière affaire qui date d'il y a quelques jours. Effectivement. Alors, c'est pas vraiment les autorités japonaises qui le pensent, elles le laissent à croire. Volontairement ou pas, je pense plutôt involontairement, mais c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Ce sujet de Monero, on n'en parle pas beaucoup, pourtant je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent, puisque Monero c'est un réseau de paiement, c'est une crypto-monnaie, un réseau de paiement numérique qui, à certains égards, peut ressembler à Bitcoin. Hein, c'est arrivé quand même assez dans le sillage de Bitcoin, pas si longtemps que ça après. C'est du proof of work, du minage, et ainsi de suite. La grande différence avec Bitcoin, c'est que Monero repose sur la confidentialité, l'anonymat parfait en théorie. Par exemple, quand je vais dépenser mes bitcoins auprès d'un commerçant, le commerçant, théoriquement, il pourrait avoir accès à mon adresse publique sur Bitcoin. Tout est tracé, voilà. Il pourrait avoir accès à mon solde, voir mes transactions. Ça peut être embêtant. Évidemment, sur Bitcoin, parenthèse, mais il y a des travaux qui sont faits pour éviter ça, bien sûr, pas d'inquiétude sur le sujet de Bitcoin. Mais Monero, l'idée, la thèse initiale, c'est de dire, on va éviter ça, en fait. On va vous permettre de faire des transactions parfaitement anonymes. Et régulièrement, on a des histoires qui viennent de personnes qui pensent avoir réussi à craquer d'une certaine manière Monero, retracer des transactions, ce qui casserait évidemment toute la thèse. Et alors, est-ce que c'est arrivé là ? Est-ce que les autorités japonaises ont réussi à casser Monero, entre guillemets? Pour l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que les autorités japonaises ont arrêté un groupe de personnes qui sont accusées d'avoir utilisé différentes stratégies, donc du phishing notamment, pour récupérer des codes de carte bancaire et détourner des fonds, donc 600 000 euros si je ne dis pas de bêtises. Et ils sont accusés d'avoir essayé en tout cas de blanchir cet argent via le réseau Monero. Et donc on se dit, les autorités japonaises, si elles sont au courant de ça, c'est qu'elles les ont attrapés en essayant de le faire. Elles ont dû retracer par le biais de Monero, et c'est pas le cas. La réalité, c'est qu'en fait, ils ont été arrêtés, leur matériel a été saisi, les autorités ont trouvé des portefeuilles numériques Monero, et puis par ce biais-là, on retrace finalement le fait qu'effectivement, il y a eu des tentatives de blanchiment d'argent par ce biais-là. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans toutes ces affaires-là, c'est qu'à chaque fois, ça n'est pas une problématique liée au réseau Monero, c'est une problématique liée
aux individus qui l'utilisent. Et je peux vous citer des dizaines d'exemples similaires d'affaires dont on a beaucoup parlé il y a 2 ans, il y a 4 ans, etc. Où c'était similaire, c'était quelqu'un qui fait une erreur et c'est par ce biais-là que la police ou d'autres individus arrivent en fait à retrouver leurs traces. Donc, en termes de confidentialité, pas d'inquiétude. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas réussi à craquer Monero. En l'occurrence, du coup, ce serait une erreur humaine et pas une faille dans la blockchain, en tout cas dans le système anonymisant, on va dire, de Monero. D'ailleurs, Monero, Alexandre Lorimi, qui est délisté de pas mal d'exchanges, notamment en Europe, pour se conformer à la régulation. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, là, les exchanges, pour montrer patte blanche, entre guillemets, disent attendez, moi, cette crypto qui permet des transactions anonymes, j'en veux pas parce qu'après, on va me soupçonner d'activité illégale. Oui, exactement. Depuis qu'en France, on a un enregistrement, donc qu'un prestataire a besoin d'avoir l'accord de l'autorité des marchés financiers pour pouvoir fournir ses services en France, le régulateur pose comme condition le délisting de toutes les cryptos anonymes. Jusqu'à présent, le motif, c'était que ces acteurs étant soumis à la lutte contre le blanchiment, les protocoles en question ne permettent pas de satisfaire à ces obligations. Ils ne peuvent pas faire d'analyse de chaîne, ils ne peuvent pas vérifier l'origine, finalement, l'histoire de ces cryptos. Et donc, le régulateur refusait de délivrer un enregistrement à un prestataire listant des cryptos anonymes. À partir de l'année prochaine, le fondement il sera beaucoup plus solide puisque le règlement européen Market in Crypto Asset interdit purement et simplement les cryptos anonymes. Bon, et au niveau en parlant de transfert anonyme, on rentre, ça y est, maintenant dans le projet de loi de finances 2025 qui, voilà, je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Et Alexandre, la première chose qu'on voit, c'est un renforcement des pouvoirs du contrôle de la crypto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nous, nos transactions qu'on fait sur les exchanges centralisés, elles sont rendues publiques. En tout cas, elles peuvent être renseignées, données à l'État, par exemple. Exactement. Alors, en introduction, comme on lit beaucoup de choses sur le PLF, c'est une discussion qui va être un peu longue. On n'a aucune certitude aujourd'hui. On peut avoir des certitudes par rapport à la valeur de ce qui est proposé et qui le propose. Donc, je préciserai. Alors, si aujourd'hui, bien sûr, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Aujourd'hui, le gouvernement, donc ça a des chances d'aboutir, propose d'intégrer dans le droit français un dispositif d'échange d'informations en matière de cryptoactifs qui a été négocié au niveau de l'OCDE et au niveau de l'UE. C'est ce qu'on appelle DAC 8 au niveau de l'UE. Ce dispositif, il prévoit, en l'état actuel du texte, qu'à compter du 1er janvier 2025, tous les prestataires de services sur actifs numériques en France devront chaque année transmettre à l'administration fiscale la liste de toutes les transactions réalisées par leurs utilisateurs, spontanément, automatiquement. Et donc, à partir de l'année prochaine, toutes les transactions que vous aurez réalisées sur une plateforme d'échange centralisée seront portées à la connaissance de l'administration fiscale. Et ça va tout changer, parce qu'aujourd'hui, l'administration fiscale peut avoir l'info sur demande, mais c'est des contrôles qui sont relativement longs, relativement complexes. Avec ce texte, finalement, le coût du contrôle va considérablement baisser, puisque une bonne partie des erreurs ou des omissions ou des oublis pourront être détectés en comparant simplement les infos obtenues des exchanges, des infos déclarées par le contribuable. Donc ça va vraiment changer l'approche de l'administration. Lilian, je crois que vous avez une question là-dessus. Alors, moi j'ai une question qui peut paraître un peu simple, mais si on compare avec le modèle traditionnel, est-ce qu'il y a il n'est pas censé avoir une limite de montant de transfert et d'échange à partir duquel on est censé le déclarer? Là, j'ai l'impression que pour les plateformes d'échange, même le plus petit des transferts devrait être déclaré, c'est ça? Absolument. On a des dispositifs similaires, mais c'est celui qui va le plus loin dans le niveau d'information qu'on demande aux acteurs. Et effectivement, il n'y a pas de limite de montant. Finalement, c'est dès le premier euro, dès la première transaction. Et l'amende pour les acteurs, elle peut être assez élevée, puisqu'elle est de 15 € par transaction non déclarée, ce qui peut aller assez vite. Elle est plafonnée à 2 millions. Alors, donc là, ça veut dire qu'il faudrait déclarer les transactions. Et là, maintenant, Alexandre, pour ce qui est des comptes, vous devez déclarer vos comptes crypto. Là, il y aurait un durcissement des sanctions en cas d'oubli ou de non-déclaration tout simplement des comptes crypto. Exactement. Et ça résulte d'amendements déposés par l'ancien ministre des Comptes publics, qui est devenu député, qui l'avait promis en mai dernier. L'idée, c'était finalement d'aligner les sanctions en cas de non-déclaration de comptes financiers à l'étranger, enfin de comptes crypto, sur celles des comptes financiers à l'étranger. Ce qui est assez logique. Donc les sanctions, ça va être l'extension du délai de contrôle de l'administration de 3 à 10 ans. Donc si en 2023, vous avez oublié de déclarer un compte à l'étranger, un compte crypto à l'étranger, potentiellement l'administration aura 10 ans pour contrôler cette année. Et on a aussi des sanctions financières, puisqu'il est prévu que les revenus encaissés sur des comptes crypto non déclarés
pourront faire l'objet de pénalités à hauteur de 80%, ce qui revient quasiment à doubler le montant de l'impôt dû. Ce qui est un peu dommage par rapport à ce qui s'est passé en matière de comptes financiers, c'est qu'en matière de comptes financiers, quand on a mis en place ce type d'obligation, on a également mis en place une cellule pour inviter les gens et les inciter à régulariser leur situation. Donc on a mis en place un service dédié, un peu spécialisé, chargé de traiter les dossiers de régularisation, et on a proposé aux contribuables se régularisant spontanément de réduire les pénalités. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus en matière financière, et ça a été mis en place en matière de crypto. Alors que ça aurait été quand même un appel... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, là, c'est punitif tout de suite, plutôt Exactement. d'expliquer petit à petit, que les gens comprennent un petit peu ce qui se passe. Exactement. Et est-ce qu'on peut rappeler justement, pour ceux qui nous écoutent, pour que ça évite potentiellement de vous arriver, qu'est-ce qu'on doit déclarer en termes de compte crypto? Alors, je crois que quand on a un compte crypto dans une entreprise française qui est PSAN, pas forcément besoin de le déclarer. Par contre, si c'est une entreprise, si c'est une plateforme étrangère qui n'est pas forcément régulée en France, là, il faut le faire. Exactement. En fait, le critère, ça va être le siège, où est le siège de l'entreprise. Si c'est à l'étranger, il faut le déclarer, même s'il y a peu de transactions. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais faut se mettre dans la tête d'un vérificateur qui arrive dans un contrôle où il détecte des comptes non déclarés. Forcément, ça le met dans de mauvaises prédispositions, et donc c'est un petit temps à prendre, mais qui évite des risques significatifs. Et pour ce qui est de la fiscalité maintenant de la crypto, si on fait des bénéfices, vous me dites, Alexandre, si je dis une bêtise, mais pour l'instant, on est taxé à hauteur de 30% des plus-values faites en crypto. Donc voilà, c'est la fameuse flat tax qui s'applique aussi pour la bourse. Et on est taxé qu'à partir du moment où on est en monnaie fiat, en euros par exemple, voilà, si on est en France ou en Europe, sur notre compte. Tant qu'on est en crypto, on n'est pas fiscalisé. Et ça pourrait changer? Non, le principe, les modalités de fonctionnement que vous avez décrites vont pas changer. D'ailleurs, il y avait un doute sur le traitement des stablecoins. Est-ce que les stablecoins vont sortir de la notion d'actifs numériques et vont constituer un fait générateur d'imposition? A priori, la réponse est non. Ce qui peut changer, ça va être le taux d'imposition. Certains amendements ont proposé de passer la flat tax de 30 à 33%. Alors l'amendement en question qui a fait couler beaucoup d'encre... Pour l'instant, il a été rejeté. Il a été rejeté, Ouais. Et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il avait oublié de viser la flat tax crypto. Donc il augmentait les flat tax, toutes les flat tax quasiment, sauf celle crypto. Ce qui est par contre plus probable, puisque c'est porté par le gouvernement comme une mesure phare du projet, c'est la mise en place d'un impôt minimum à 20% pour les foyers les plus aisés, c'est-à-dire les célibataires qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros par an, ou les couples supérieurs à 500 000 euros par an. Pour eux, le fait de mettre un impôt minimum à 20% va mécaniquement faire augmenter la flat tax, puisque la flat tax, c'est 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts. Donc pour ces personnes, les 12,8 vont être remplacés par 20, ce qui fera une flat tax à 37,2% pour ces foyers. Donc, et ça va être le cas, ou alors on ne sait pas encore si ça va passer? C'est porté par le gouvernement. Donc si le gouvernement arrive à aller au bout de son texte, ça sera intégré dans le projet. Mais on ne sait pas ce que la discussion nous réserve comme surprise. Lilian, vous avez des questions à ce sujet? Plus de 250 000 euros par an de Rassurez-vous, plus-value à Amaury, déclarer. je ne suis pas concerné. Non, mais je serais content pour vous. Également. Non, mais pour le coup, c'est vraiment des sujets que je ne suis pas particulièrement, et je ne suis pas particulièrement pour le fait qu'on l'augmente, mais voilà, moi, ce qui m'intéressait plus, c'était finalement le sujet précédent où on parlait de renforcer avec le règlement MiCA tout ce qu'on attend finalement des entreprises qui sont PSAN. Est-ce qu'on saurait estimer le coût que ça représente pour des entreprises qui aujourd'hui vont devoir se renforcer finalement pour se mettre en conformité? Voilà, le coût que ça va représenter, je sais pas, à l'année, ou même d'obtenir maintenant ce régime PSAN. Est-ce que ça va vraiment rendre les choses plus difficiles pour les entrepreneurs? Sur MiCA, c'est-à-dire l'aspect réglementaire de la mise en conformité, il y a plusieurs estimations qui sont données. Il y a un coût à la mise en place, et ensuite il y a un coût finalement de fonctionnement de l'acteur qui va augmenter mécaniquement. Il y a des coûts de recrutement, il y a des coûts de sous-traitance. C'est évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, on le voit déjà. Il y a un phénomène de concentration des acteurs avec des rachats de PSAN. Vous avez dû le voir. Bien sûr, les Français l'ont annoncé. Et forcément, ça va engendrer une concentration. Et sur l'échange automatique d'informations, ça va avoir aussi des coûts significatifs. Il va falloir mettre en place du reporting. Il nous reste très peu de temps, Alexandre, mais donc, en ce qui concerne les stablecoins, a priori, il n'y aurait pas de fiscalité sur les stablecoins. Pour l'instant, ça ne changerait pas.
Pour l'instant, ça ne changerait pas. Il y a une ordonnance qui transpose MiCA en droit interne qui est intervenue et qui provoque pas la sortie des stablecoins du champ de la définition, ce qui peut être regrettable pour l'usage en paiement, puisque ça aurait permis de faciliter les paiements en stablecoin sans générer d'imposition. Mais alors ça voudrait dire que les cryptos seraient des monnaies, c'est ça que ça voudrait dire, juridiquement Exactement. parlant. C'est peut-être pour ça qu'ils ne le font pas. Pour l'instant, oui, c'est à mon avis pas la logique. Et dernière question sur le staking, il y avait des rumeurs comme quoi le staking pourrait, les revenus en staking pouvaient être imposés, en tout cas fiscalisés. Pour l'instant, ce ne serait pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de précision en ce sens. Après, l'année dernière, c'était arrivé assez tard dans la discussion via un amendement, donc on n'est pas à l'abri de... Ouais, ça avait fait peur à pas mal de monde, parce que ça serait très 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 compliqué pour le coup. Mais c'est la position en droit de l'administration déjà à l'heure actuelle. Là, il s'agirait de l'officialiser, mais en pratique, c'est vraiment ce que l'administration considère. Bon, eh bien merci beaucoup Alexandre Lorimi, avocat associé chez Roel Avocat, d'avoir été avec nous, d'avoir fait un point sur toute cette fiscalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire, et on y répondra ici dans cette émission. Merci beaucoup Lilian Léga d'avoir été avec nous, journaliste indépendant. Rendez-vous demain 15h pour un nouveau club BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, le club.